Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. On vous emmène pour 52 minutes d'émission. Alors ce matin, avec nous, le basketteur El Kabir Pence. Il a récemment pris sa retraite sportive. Il reste néanmoins très actif, patron de l'URB, l'Union Rennes Basket. Il est aussi président d'une association caritative, Yatibray Santé, qui œuvre dans son pays d'origine, le Sénégal, sans pour autant délaisser bien sûr sa région de cœur, la Bretagne. Et il sera à nos côtés dans quelques instants. Nous vous ferons aussi découvrir la prochaine nuit sans lune, une BD numérique créée dès son origine pour les tablettes et les smartphones. Ça change quoi? Eh bien tout, c'est ce que nous dira Yannick, le développeur de l'application qui sortira vendredi. Nous évoquerons également les journées des savoir-faire d'excellence via la présence d'une entreprise bretonne qui a 120 ans. Basée à Saint-Jacques-de-la-Lande, elle travaille régulièrement sur des ouvrages du patrimoine et des monuments historiques. Son dirigeant Gaël Hardy nous rejoindra tout à l'heure. Le mardi, on parle santé, évidemment, dans 9h50 le matin. Alors aujourd'hui, avec le professeur Pierre Tadevin du CHU de Rennes, on insistera sur le bon usage des antibiotiques. Vous connaissez le slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et bien pourtant, les Français restent de grands consommateurs. Nous verrons peut-être pourquoi avec lui. Sans oublier l'ami Billy qui sera à la SPA de Rennes et qui nous proposera de nouveaux compagnons à adopter. Voilà, c'est maintenant l'instant météo. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurence. Vous nous avez manqué 10 jours d'absence. 10 jours d'absence, vous pensez? Ouais, je crois. Ça m'a paru plus long, Laurence. C'était terrible. Ouais, mais heureuse moi d'être aussi. parmi vous, en tout cas. Et surtout qu'aujourd'hui, il fera beau. Ah. Il fera beau sur la Bretagne. Matin un petit peu frisquet, mais on profite de ce magnifique anticyclone. Il fera entre 20 et 23 degrés en Bretagne. Voilà. Ça va durer? Alors non, voilà. bon. Voilà, je vous spoil votre journée. Demain, il fait chum, comme disent les jeunes. On sort les pébrocs, comme disent les moins jeunes. Bon, bah, il pleut que sur lait, comme dit tout le monde finalement, ouais. comme disent les Bretons. Allez, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où vous retrouvez cette émission en live. On se retrouve tout de suite, 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée. Je suis bien entourée, que des hommes ce matin, dites donc, incroyable. Bonjour Yannick. Bonjour. On parlera de BD numérique avec vous tout à l'heure. Bonjour professeur Tadevin d'antibiotiques avec vous. Tout est en I, BD numérique, antibiotiques. Et alors, à la suite, non, pas la même chose. L'entreprise Crézé est représentée par Gaël Hardy, son dirigeant. On parlera avec vous des journées des savoir-faire d'excellence. Et Dieu sait que vous en connaissez un rayon en la matière. Et puis on reçoit également El Kabir Pence. Bonjour. Bonjour, bienvenue Laurence. à vous. Vous nous raconterez un petit peu tout ce que vous faites avec l'association Yatibray Santé. Très belle association dont vous nous parlerez tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose qu'on aille retrouver notre ami Billy à la SPA de Rennes. Il va nous proposer de nouveaux compagnons à adopter. Bonjour Billy. Bonjour tout le monde, bonjour Jennifer, tu vas bien? Bonjour, ça va, merci. Alors de nouveau cette semaine, nous sommes au refuge de la SPA à la route de l'Orient, à Rennes. Et là, nous sommes avec une petite copine qui s'appelle Camille. Bonjour Camille, tu as un doux prénom Camille, tu vas bien? Camille est très impressionnée par la caméra là. Camille est surtout très perturbée par son abandon. D'accord. Ouais, c'est vraiment une chienne qui a été choyée, qui se retrouve du jour au lendemain dans un refuge et qui est vraiment typique du chien perturbé par son abandon. D'accord. Donc on lui redonne goût à la vie petit à petit, mais voilà, il se faudra demande où vraiment sont les qu'elle maîtres, trouve là, quoi. rapidement une famille parce qu'elle nous fait vraiment très très mal au cœur. Ok, ça roule. Elle a quel âge Camille? Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Alors Camille, c'est une petite fille sage, là, elle est avec d'autres chiens, il n'y a aucun problème. Avec les autres chiens, ça va. On évitera quand même de la placer avec une autre femelle, mais alors avec un mâle, voilà, c'est une chienne qui est vraiment sociable avec ses congénères. Ok. Elle est adorable. Hein. On évitera peut-être les très jeunes enfants de par son âge, parce qu'elle aime aussi un petit peu sa tranquillité. Le côté furtif quoi. Voilà, mais sinon après c'est une chienne qui a été choyée, qui a eu l'habitude de dormir par exemple sur un matelas bien moelleux D'accord. ou sur un canapé. Enfin, on voit que c'est une chienne qui a quand même été aimée, mais qui malheureusement n'a pas pu suivre son maître à l'étranger et qui est D'accord. complètement stressée, quoi. Et au niveau des chats, Camille, est-ce qu'on aime les Alors, chats? on n'a jamais vraiment Ah, moi, fait le Camille. test. Maintenant, voilà, on est quand même dans le parc Bah à ouais, côté juste à des côté chats. des chats et apparemment elle dit rien du tout. Et elle y est hein. régulièrement. C'est vrai qu'elle a aucune réaction vis-à-vis des chats. Il faudrait qu'on la teste un petit peu plus pour être sûr, mais c'est pas ce qui m'inquiète. Ouais. C'est plus une chienne qui aura besoin de créer un lien
parce que c'est une chienne qui sera assez Se fusionnelle reconstruire, avec quoi. son maître. Voilà, il faudra qu'elle Et se on n'a pas dit reconstruise. la race, c'est quoi C'est comme une race? Dogue argentin. Une Dogue argentin. Bon bah écoutez, Camille, elle est là. Un petit coucou à la caméra, c'est parfait ma chérie. Ici au refuge de la SPA, à la route de l'Orient. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy. Merci beaucoup. Vous seriez prêt à l'adopter? Ah, bien sûr, avec plaisir. Bon, ok. Allez, déjà, une qui a trouvé une nouvelle famille. C'est parti. Allez, ça. El Kabir Pen, vous dirigez l'URB, l'Union Rennes Basket. Vous êtes aussi le président de l'association Yati Braise. On va voir que vous ne quittez jamais vraiment vos deux casquettes, finalement. Mais d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore éventuellement, on rappelle qu'après avoir fait les beaux jours du basket au Sénégal, votre pays d'origine, vous avez évolué dans plusieurs clubs professionnels en France. Et c'est à Rennes que vous avez terminé votre carrière sportive. Vous êtes, on peut le dire comme ça, un jeune retraité. Exactement. Ouais, ça vous manque pas trop, le parquet? Oui, Bibi, non, mais quand j'ai fait la carrière que j'ai pu faire, et j'en ai beaucoup profité. Et je profite pour éclaircir parce que je ne suis pas le dirigeant de l'URB, je fais partie des dirigeants, mais le patron de l'URB, c'est Olivier Pérez. Ouais. Et que le basket, j'ai fait ce que j'ai pu faire et que aussi Rennes et la Bretagne m'a adopté et m'a considéré exactement, et me considère comme un des leurs, et que mon passage en Bretagne a été vraiment fécond, et aussi ce qui m'a permis aussi de faire tout ce que je suis en train de faire avec l'association Yati Braise. Yati Braise. Alors le basket reste quand même très présent dans votre vie comme dirigeant de l'URB, mais aussi avec l'association que vous avez créée, Yati Braise. Vous organisez des camps de basket justement pour les enfants. Oui, un camp de basket parce que j'ai vécu au Sénégal, je sais aussi les difficultés que vive un enfant au Sénégal. Mais ce camp de basket aussi, j'utilise le basket comme catalyseur parce qu'au sein de Yati Braise, le basket c'est un catalyseur pour passer des messages par rapport à l'environnement, parce que l'environnement c'est important, par rapport à l'éducation aussi, parce que c'est important, c'est le moyen qu'on utilise pour permettre aux enfants de continuer à rester dans le cursus scolaire et aussi d'être motivés à continuer à travailler à l'école, et aussi passer des messages aussi par rapport à la santé aussi, parce que c'est la raison pour laquelle je suis ici aussi, parce que la santé aussi nous permet aussi, parce qu'on a vu que les difficultés qu'a les dispensaires, parce que maintenant on parle beaucoup des dispensaires au Sénégal, et aussi les hôpitaux, les difficultés qu'ils ont aussi d'équipement, de savoir-faire aussi, parce que aussi c'est pour ça on a fait une campagne pour amener du matériel médical. Alors, mais aussi parallèlement à ça aussi, on a ça c'est votre prochain grand projet, c'est d'acheminer du matériel médical. C'est prévu pour juillet 2019. Juillet 2019, c'est ça, exactement. Mais pour cela, vous faites du coup appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Kengo, exactement. Vous avez besoin de 4 000 €. 4 000 €. Oui, et à quoi va servir cet argent? Dites-nous les choses très concrètement. Cet argent va nous permettre déjà d'envoyer le conteneur au Sénégal, parce qu'il faut savoir que le conteneur, ça coûte cher, ça coûte 4 000 €. Et rien que l'envoi et le dédouanement sur place. Ça fait 4 000 €. Et ces 4 000 € là aussi va nous permettre d'envoyer ce matériel médical pour accompagner les hôpitaux sur place. Et aussi, on a ce projet aussi de lien entre la Bretagne et le Sénégal, qui est aussi avec le CHR, avec la faculté de médecine de Rennes et la faculté de médecine de Thiès. Alors Thiès, c'est 70 km à l'est de Dakar, pour bien préciser les choses. Exactement. Et l'idée, c'est aussi de permettre à des étudiants aussi de Rennes qui puissent faire leur stage au Sénégal, et aussi vice-versa aussi. Parce qu'il y a, au sein de l'association Yati Braise aussi, cet échange bidirectionnel, parce que moi je me considère comme métis culturel, la Bretagne, tout ce qui m'a apporté, et du coup ça permet aussi des étudiants rennais de venir au Sénégal et des étudiants sénégalais aussi de venir à Rennes. Et parce que vous intervenez aussi dans les classes d'Ille-et-Vilaine, du coup, pour parler de solidarité. Oui, pour parler de solidarité, parce que pour moi ça me semble hyper important, et pour l'association Yati Braise, parce que
C'est vrai que les enfants d'ici, en échangeant avec eux, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être nés dans une région comme la Bretagne. Et du coup, je passe beaucoup de temps dans les écoles en Ille-et-Vilaine pour échanger avec eux autour de la solidarité, autour de l'échange, autour de l'entraide aussi, pour leur permettre de comprendre l'imaginaire africain, de comprendre aussi ce qu'est l'Afrique. Et j'échange avec eux autour de la solidarité, de l'échange, comment ils perçoivent la solidarité et au sein de leur classe, comment ils le perçoivent au sein de l'école, au sein de la communauté et aussi au niveau international. Parce que je fais un peu, sans prétention, un peu de la philosophie avec les enfants. Parce que les enfants, on les sous-estime. Quoi, par exemple, le rapport au temps qui peut être un peu différent, justement ça va être long. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du temps, parce que j'ai une conception... Ça va être long de parler du temps, ça tombe bien. Parce que oui, c'est vrai que j'ai une perception du temps. Le temps africain n'est pas du tout pareil avec le temps breton. Le climat là-bas, c'est pas du tout pareil comment c'est perçu là-bas. Ici, on dit personne n'a de temps et tout le monde dit je perds mon temps. Peut-on perdre ce qu'on n'a pas? C'est une grande question. Waouh, vous avez 4 heures. Du coup, voilà, j'échange beaucoup avec les enfants sur cette perception du temps. Je fais un texte aussi très, très long sur le temps breton. En Bretagne, personne n'a de temps. On peut demander 1 minute, voler quelques secondes, prendre son temps, ou même travailler à temps perdu. Mais attention, il y a des temps qui sont beaucoup plus précieux que d'autres. Le plus glorieux des temps bretons est certainement le temps estival. On se l'arrache sans pitié. Pas sûr. Et à la question quand tu fais de ton été, la plupart des Bretons me disent que je n'ai pas eu le temps d'en profiter. Ah bon, d'accord, vous voyez. Combien il nous reste de jours, puisqu'on parle de temps, pour participer sur la plateforme Kengo à votre projet? Oui, Yati Braise. Pour Yati Braise, le projet là, c'est le 5e jour là aujourd'hui, et là il nous reste 2 mois. 2 mois. Ouais, Allez, 2 mois. Ben voilà. Ouais, 2 mois pour participer et faire une bonne cause et aussi permettre aussi à l'hôpital de Thiès d'avoir des équipements de qualité. Et je pense que la générosité des Bretons, je vais voir ça. Ils ont toujours été actifs pour l'association Yati Braise et je pense qu'ils continueront d'être là pour Yati Braise. On va leur demander de prendre quelques instants pour aller sur le site Kengo et participer à votre projet et être généreux. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. Ça vous inspire quoi, cette initiative les uns les autres? C'est une très belle initiative et je suis surpris que ce ne soit que les coûts logistiques qui soient concernés. Et d'où vient le financement des matériels médicaux? C'est les matériels médicaux. Après, c'est important de le mettre, de l'acheminer, parce que avec les hôpitaux, je pense qu'ils ont beaucoup de matériel qu'ils envoient dans les bennes, qui partent dans les bennes, et que je pense que c'est pour nous, ça peut être utile pour... D'accord. Professeur Tadevin, vous qui travaillez justement dans un hôpital également au CHU de Rennes. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée de combiner à la fois le sport, la santé, l'éducation, et puis d'essayer de rapprocher les Bretons et les Sénégalais qui sont proches de nature, mais qui ne se rencontrent pas si souvent que ça. Donc non, je vais participer. Voilà. Alors, merci. Avant de retrouver Yannick qui va nous parler de BD numérique, on va se pencher sur un autre auteur. Si vous avez envie de vous évader, bien rien de tel qu'une bonne bande dessinée. C'est le moment de découvrir le 8e album des Passagers du Vent. Claire Louet et Stéphane Sauvillier ont rencontré le dessinateur François Bourgeon dans son atelier du pays Bigoudin. On regarde. François Bourgeon a mis 2 mois à réaliser cette maquette du Montmartre des années 1880. C'est le Paris de la Commune, dans lequel évoluent les personnages du Sang des Cerises. Une période oubliée, 72 jours seulement et des dizaines de milliers de morts. La Commune, c'est pas ce qu'on a envie de mettre en avant pour parler de la Troisième République. Elle est quand même née les 2 pieds dans le sang. Soucieux de vraisemblance historique, le dessinateur a épluché des dizaines de kilos de documents jusqu'à retrouver la météo de l'époque. Au début, quand j'ai conçu la séquence de Clairvy, je ne savais pas qu'il faisait si froid ce jour-là. Et c'est en cherchant un petit peu mes lunaisons, mes météos et tout, je me suis dit, ah oui, mais il faisait vraiment froid ce jour-là. Et donc, je me suis servi de ce froid pour nourrir mon récit.
Quand nous en serons au temps des cerises. Le jour de l'enterrement de Jules Vallès, Clairvy, fraîchement débarquée de son pays bigoudin natal, croise Clara, alias Zabo, l'héroïne des Passagers du vent. La jeune Bretonne, qui n'a rien d'une bécassine, est totalement perdue, d'autant qu'elle ne sait que quelques mots de français. Quand ça lui sort du cœur, ça lui sort en breton. Quand elle a envie de chanter, elle chante en breton naturellement, quoi. C'est ce qui lui vient tout de suite à l'esprit. J'ai passé la moitié de ma vie à Paris et la moitié en Bretagne. Donc c'est, si on peut dire, ma terre d'adoption. J'avais envie d'en parler aussi. C'est un pays que j'aime. Je ne peux pas en parler comme un breton spécialiste, etc. Je n'ai pas cette prétention. Je veux simplement montrer ce que j'aime en Bretagne. Le livre se referme sur le voyage en train des deux femmes vers la Bretagne, décor de l'ultime album de la série, sur lequel planche déjà François Bourgeon. Voilà, on va rester dans le domaine de la BD, mais cette fois-ci numérique, avec vous Yannick. Vous êtes le développeur de l'application La Prochaine Nuit sans Lune. Alors, c'est une BD inventée pour nos smartphones et tablettes. D'où est venue l'idée ? L'idée, à l'origine, vient de l'auteur, JH, qui est un auteur rennais, qui a développé déjà depuis 15 ans, illustré, qui a déjà publié des bandes dessinées, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et qui voulait développer, raconter son histoire, qui lui traîne dans la tête, peut-être même depuis son enfance, sous une autre forme que la bande dessinée papier, où on a les planches et où on est un peu... on va dire, on doit rentrer dans les cases, ce qui est le bon exemple pour une bande dessinée. Donc dès le début, il l'a pensé pour ce support-là. En fait, il a cherché parce que, comme vous voyez un peu dans la narration, on a une narration qui est image après image, un petit peu, on est à mi-chemin entre le cinéma et la bande dessinée. Et cette rencontre entre le développeur et l'auteur s'est faite grâce à un appel à projet de créativité croisée qui met en relation le monde artistique et le monde du numérique, un appel à projet lancé par Aide Métropole. Et on s'est rencontrés dans le cadre de Mobizel, et sous l'impulsion de Laurent, son dirigeant. On a travaillé, le développeur, moi, et puis JH, et puis on sort la BD dans 2 jours. Oui, dans 3 jours. Dans 3 jours, vendredi, ce sera à Quai des Bulles à Saint-Malo. C'est ça. Qui se tient jusqu'au 14 octobre, voilà. On précise. Vous avez travaillé pendant 2 ans dessus ? On a travaillé pendant 1 an et demi sur la partie technique parce qu'il y avait eu... on est vraiment sur quelque chose qui n'existait pas. On ne dit pas qu'il y a déjà eu des bandes dessinées numériques. En tout cas, de cette forme-là, on a cherché. On a vraiment cherché. Par moment, on a testé plus d'animation parce qu'on se sert aussi du support pour avoir des choses en plus que le papier ne peut pas apporter. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a de différent dans l'approche finalement ? Qu'est-ce que ça change concrètement une BD vraiment pensée nativement, comme on dit, pour le numérique ? Alors la BD, il y a déjà le parti pris de l'auteur sur cette œuvre-là, qui peut être différent sur d'autres œuvres, c'est de prendre, comme on voit, une seule plein écran, une seule image, les images qui se succèdent, ou quand on choisit, et là on est maître de son temps, on revient sur ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dessin animé, c'est-à-dire que là, évidemment, on a la version animée, il y a quelqu'un qui clique, en fait, qui touche, donc il y a vraiment cette dimension-là, et puis par moments, il y a des petites animations, mais qui ne sortent pas du mode lecteur. On est toujours maître de son temps, on n'est pas en train de regarder un dessin animé. On n'est pas spectateur. On n'est pas spectateur, voilà. C'est vraiment la grande différence. Et donc le numérique permet donc ces petites animations, ces petits effets de surprise. C'est-à-dire comme il a choisi des cuts, on passe d'un plan à un autre et on peut avoir même peur. On pourrait même faire vibrer le téléphone si on voulait. Mais là, on pourrait sortir. Là, on a des débats avec l'auteur parce qu'on sortirait du mode lecteur. Et puis, une chose qui a été vraiment essentielle, c'est dès le début, on se dit, on est en numérique. On va se permettre de le diffuser plus largement. Et donc, on met l'image, mais au-dessus, le texte, les bulles, on va se dire que les bulles, on va les mettre à côté. On va les mettre les bulles en français, on va mettre les bulles en anglais, on va mettre les bulles en chinois et en breton, forcément. Donc 4 langues pour cette BD. 4 langues au lancement. Donc, qui ont été traduites par des traducteurs littéraires. C'était aussi tout un travail, parce qu'on ne traduit pas une BD comme on traduit un roman, c'est pas aussi simple, il y a tout un contexte. Donc, ils ont vraiment travaillé, là, dernièrement, pour aller affiner vraiment le choix du mot. Le choix du mot, alors on a encore des discussions sur les onomatopées qui sont pas les mêmes. Tape, on voit tape, c'est pas pareil en anglais ou en breton, ça va à peu près. En chinois, dès qu'ils voient
un caractère latin, on va dire, ça pose problème. Donc on va devoir encore adapter, affiner. Donc il y a encore du travail. On n'est qu'au début. Vous êtes qu'au début. Alors justement, cette BD, elle est prévue en plusieurs épisodes. On ne parle pas de tomes, du coup. Voilà. On parle d'épisodes. On parle d'épisodes pour être plus dans le monde, on va dire comme dans les séries. Donc 7 épisodes prévus. Il y a 7 épisodes prévus. Les 2 là seront disponibles dès vendredi. Les 2 premiers. Les 2 premiers, avec le premier en accès libre, gratuit, comme ça les gens peuvent découvrir. Donc il faut télécharger l'application. Il faut télécharger l'application, La prochaine nuit sans lune. Et à partir de vendredi, le premier sera gratuit, le deuxième, on demande une participation d'€1, enfin de l'ordre d'€1. Donc par c'est rapport à une symbolique. BD, c'est symbolique, mais ça permet de rétribuer aussi, les auteurs, l'auteur, le traducteur, et puis l'équipe technique, tout ça. Donc ça, c'est la première étape, c'est finir ces 7 et financer. On parle de financement participatif parce qu'on y pense pour financer ces 5 autres épisodes qui sont démarrés. L'histoire est écrite, tout est ficelé. Moi, je la connais pas à la fin de l'histoire. Il faudra demander à JH. Vous pourrez le rencontrer à Quai des Bulles. Je suis pas sûr qu'il vous le dira. Mais je sais pas ce qui lui arrive. Voilà, je sais pas ce qui arrive à Ernest. Bref. Et financer donc ces 5 épisodes, la réalisation, enfin tout ça. Et puis en fait, ce qu'on voit après les premiers échanges qu'on a eus avec quelques auteurs, c'est que ce format-là, on sort des cases et peut intéresser beaucoup d'autres auteurs. Donc en fait, on réfléchit à pourquoi pas créer une maison d'édition. On cherche un peu la forme. Donc Quai des Bulles va être aussi pour nous l'occasion de rencontrer des lecteurs, mais aussi des auteurs, des éditeurs, toute la chaîne de valeur dans la bande dessinée, des libraires aussi, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de ça, parce que de s'emparer de l'outil numérique qui est pour l'instant très peu exploité. Dans le cadre de la bande dessinée. Aujourd'hui, elle est exploitée qu'en numérisant des bandes papier, quasiment qu'en numérisant des BD papier en numérique. Donc c'est de la BD un peu appauvrie, parce qu'on n'a plus le papier, alors que là, c'est de la BD enrichie. Voilà. Merci beaucoup, Yannick, d'être venu nous présenter ce projet qui sera donc effectif d'ici vendredi, la prochaine nuit sans lune. L'application sera disponible donc dès Quai des Bulles. Dès Quai des Bulles, et on sera présent au stand A29 à Quai des Bulles. Si vous voulez rencontrer, c'est précis. Si vous voulez rencontrer JH, l'auteur, et puis moi-même, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça vous inspire quoi, les uns les autres, un projet comme celui-là? C'est très beau, en tout cas, à voir sur écran. Ouais, quand on aime bien les bandes dessinées, on pense qu'on va perdre avec le papier, mais en fait, c'est magnifique comme ça. Le papier n'est pas mort pour autant. Il n'y a pas que les smartphones et les tablettes, notamment pour les enfants. Et c'est ce qu'ont constaté Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. Certains pensent désormais que les écrans ont remplacé les livres. Or, la vitalité économique du secteur jeunesse prouve bien le contraire, même s'il faut, c'est vrai, stimuler cet appétit de mots. Voyez d'ailleurs cette initiative qui essaime un peu partout en France et notamment dans de nombreux établissements scolaires bretons. On prend son livre qui est dans son casier et on s'assoit. D'accord ? Top chrono, plus un bruit dans cette école d'Hercé-sur-Liffré. Ici, tous les jours, de 14h à 14h15, élèves comme enseignants de maternelle et primaire se plongent dans un livre de son choix. Une initiative promue par l'association Silence, on lit. Elle s'inspire de la pratique d'un lycée turc d'Ankara qui a ritualisé cette pause quotidienne depuis 2001. Instauré il y a quelques mois ici, le rendez-vous est devenu une institution très appréciée. Je pense que les bons lecteurs y trouvent le plaisir qu'ils ont à lire chez eux. En revanche, pour ceux qui sont moins à l'aise, moins aguerris à la lecture, c'est une découverte de la lecture quotidienne. C'est une activité individuelle, la lecture, mais qu'on partage à ce moment-là. Le soir, je lis déjà, mais je peux pas lire autant que je veux. Et là, ça me donne encore un peu plus de temps que le soir. C'est quand même dur aussi de quitter le livre après. La lecture, un plaisir quotidien, mais aussi une activité bénéfique pour réapprendre à vivre ensemble. Je trouve que la classe, elle est plus calme après et qu'on arrive mieux à se concentrer. Des conditions idéales que les enfants ne trouvent pas forcément chez eux. L'environnement dans la maison, il y a des fois des télés allumées, des discussions d'adultes, des petits frères qui pleurent. Donc je pense que c'est peut-être moins propice ici. C'est 15 minutes où, à partir de 14h jusqu'à 14h15, ils sont en train de lire. Après la lecture, le partage, l'un des élèves est invité à présenter son livre, une façon de susciter les curiosités. Ici, personne n'imagine renoncer à l'avenir à ces 15 minutes de bonheur simple. Une vieille dame qui vient pour nourrir des chats.
Pour donner le goût des livres, rien de mieux que la lecture à haute voix, celle des parents, des grands-parents, le soir avant de se coucher. Marc Roger, il y a 25 ans, a ainsi redonné vie à un métier ancien, celui de lecteur public. Regardez-le, cet été-là, en 1998, il s'était installé devant une librairie de Rennes. Hier, c'était le mariage de Christiane. On était de la noce. Maman m'a fait une belle culotte bleue, avec des bretelles pour pas qu'elle tombe. Et une chemise blanche avec un nœud papillon à élastique. C'était drôlement beau. Maman m'a dit, ne joue pas avec le nœud, tu vas casser l'élastique. Je l'ai cassé. À l'heure du multimédia, ce n'est pas antinomique de faire la lecture publique dans la rue, dans les cafés et dans des lieux informels. C'est vraiment ce plaisir de rencontrer les gens et de discuter bouquins. Quel était le rôle social des lecteurs publics autrefois ? Le rôle social était très simple, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'analphabètes et ils se chargeaient de lire pour la communauté. Après quoi vous courez ? Après quoi je cours ? Après le bonheur de rencontrer les gens et d'échanger de façon très très simple, de la circulation des idées. Comment on sème des graines de chou dans le ventre d'une maman? Et des rencontres, il compte bien en faire. Marc Roger va sillonner la Bretagne, sac au dos. Il marchera de ville en ville pour conter ses histoires. Une façon de poursuivre son parcours d'instituteur, de comédien et aujourd'hui d'auteur. Et Marc Roger poursuit toujours ses lectures de rue. Il a même reçu très récemment le Grand Prix du Livre Hebdo pour son travail. Avec le même désir de susciter l'envie de se plonger dans une histoire, les médiathèques et les librairies proposent des clubs de lecture, des ateliers d'écriture, comme dans cette librairie rennaise qui accueille ce jour-là l'auteur brétilien Richard Coyer. Donc vous voyez, pour décrire l'ananas, comment s'y prend-il en fait? Des comparaisons aussi. Oui. Voilà, des comparaisons, et donc des comparaisons avec des fruits qu'on va trouver à cette époque-là en Europe ou voilà. Richard Coyer, bonsoir. Vous êtes auteur et votre dernier roman jeunesse est paru chez Actes Sud Junior avec le personnage de Sarah et le titre J'embrasse pas. Et là aujourd'hui, vous animez cet atelier d'écriture. Quel est l'intérêt de ce type d'exercice ? Alors, l'intérêt pour moi, il est d'abord d'aller à la rencontre de ces jeunes lecteurs ou jeunes lectrices et de les amener à éprouver un petit peu mieux le travail, peut-être celui de l'auteur devant sa feuille ou devant son écran d'ordinateur. Donc là, par exemple, au travers de l'activité du fruit exotique qui consiste à aller trouver des mots, dire l'inconnu avec des éléments qui sont connus. Donc comment parler d'un fruit exotique que l'on connaît comme le kiwi, ne pas dire que le kiwi a un goût de kiwi simplement, et aller chercher dans ce qu'on connaît. Donc le travail de l'écriture, c'est aussi ça, aller puiser dans ce que l'on a vécu, dans notre propre rapport au monde, des éléments qui vont pouvoir nous permettre d'avancer aussi un peu masqué, pour prendre l'image de l'escrime qui est au cœur de mon dernier roman. Voilà, on met un masque et puis on avance vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous apporte à vous, auteur, ce type d'atelier ? Ce contact avec l'adolescence est vraiment important pour moi. Il y a une énergie de l'adolescence qui me passionne, qui me fascine aussi beaucoup. Et donc, ces situations d'atelier, c'est aussi un moyen d'être dans un rapport un peu différent à eux. Et puis, pourquoi pas, de m'en nourrir encore d'une autre façon. En quoi ces ateliers d'écriture peuvent-ils susciter l'envie de lecture après ? Ça peut être aussi le cheminement des jeunes lecteurs vers des textes, alors je ne vais pas forcément dire plus exigeants, mais qui peut-être leur demanderont une attention un petit peu plus soutenue, qui les amèneront vers une certaine complexité à la fois du monde et puis de cette manière de rendre compte par l'écriture de cette complexité du monde. Merci beaucoup, Richard Coyer. C'est ainsi que se termine notre balade au pays des livres jeunesse en Bretagne. À vous, jeunes et moins jeunes, je souhaite de très grands plaisirs de lecture. Et si vous voulez revoir cet itinéraire Bretagne, c'est très simple, c'est sur notre site internet. Yannick, est-ce qu'on pourrait imaginer des ateliers justement autour de votre BD numérique, par exemple, ou des choses un peu plus publiques, quoi, on pourrait imaginer, et ça me fait penser, au-delà de l'atelier, à une idée qu'une amie qui travaille dans le monde de la bibliothèque m'avait parlé, c'était de projeter
pourquoi pas la prochaine Luçon Lune, qui est bien faite pour être projetée, c'est image par image. Et pourquoi pas, comme il n'y a pas de son dans cette première œuvre, d'agrémenter ça par, pourquoi pas, un concert improvisé, etc. Et ça donnerait un événement qui pourrait être intéressant. Enfin, moi, je trouvais l'idée intéressante. Je le remercie. On ne sait pas, tous ces projets-là peuvent venir, on verra après. Ça peut se faire dans l'espace public, justement. Voilà. C'est ça qui est fabuleux. Merci beaucoup. Écoutez, on est déjà à la moitié de cette émission, puisqu'on parlait de temps. Voilà, on y est. On va tout de suite rejoindre l'amie Catherine Bossard pour lui demander ce qu'elle a pensé de cette première partie, ma chère Catherine. Alors, qu'avez-vous retenu? Alors, Laurence, je redécouvre. C'est vrai que je suis partie depuis un bout de temps, mais vous me direz, je vois que El Kabir est philosophe, sportif, humanitaire. Est-ce qu'il aurait remplacé Hugo, Karl, Sébastien et un chroniqueur en un? Bravo. Et maître du temps en plus. Et maître du temps. Ah, ouais. J'en parlerai après. C'est vrai que c'est important. Je pense que nos invités ont des super pouvoirs, Laurence. Mais c'est sûr, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, aucun doute. Oui. Nous, tout à l'heure, nous retrouverons le professeur Pierre Tadevin qui nous éclairera sur les dangers de la consommation, la surconsommation plutôt d'antibiotiques. Et puis nous vous présenterons l'entreprise de ferronnerie Crézé qui participe aux Journées des savoir-faire d'excellence. Au niveau de vos titres pour le journal de ce midi présenté par Éric Pinault, il sera abordé les manifestations et le blocage de l'université Rennes 2. Et puis nous nous intéresserons à une formation en cybercriminalité dispensée par l'université de Bretagne-Ouest, l'UBO. Ça va vous intéresser, ça, je vous connais. Allez, on va retrouver tout de suite notre ami Billy à la SPA de Rennes. Bonjour Billy. J'ai eu peur du clap. Et oui, effectivement, nous sommes ici de retour au refuge de la SPA, toujours à Rennes, à la route de l'Orient, avec ce petit bonhomme qui s'appelle Mambo. Oui, c'est Mambo. Bah oui, Mambo, le grand timide. Hein. Là, Pourtant, il porte plutôt bien son nom d'habitude, il est plutôt du genre à danser quand il nous voit, mais là, effectivement, il est intimidé par les caméras. Moi, il me snob depuis tout à l'heure. Hein. Il est là, il prend sa tête un peu... il est pas très à l'aise. Le matin, quand vous le sortez, là, c'est la fiesta. Oui, c'est ça, il est super content de nous voir. Il fait plein de câlins. Là, c'est vrai qu'il est assez intimidé, surtout par les gens qu'il ne connaît pas. C'est normal. Il a tout juste 1 an, hein, c'est un ado, donc il a besoin de découvrir un petit peu la vie. Ok, donc il a 1 an. Alors, du coup, si on recherche pour mon petit Mambo une maison, quoi, faut que ça bouge. Une maison, une famille disponible, assez sportive, qui pourra s'investir même dans l'éducation, la stimulation. D'accord. C'est un chien qui est croisé border collie. Donc, voilà, on en avait vu la dernière fois, ça a besoin de bosser. C'est ça, ça a besoin d'activité physique et mentale, et ça, c'est important. D'accord. Oui, parce que là, il reste quand même... avec les autres chiens, tout va bien. Avec les autres chiens, tout va bien. Là, au contraire, il est même plus à l'aise, je pense, avec la présence d'un autre chien, qui lui montre un petit peu comment la vie se passe, ça lui ferait du bien. Les codes sociaux, c'est important pour les chiens. Donc un petit copain à la maison, c'est pas un problème. Pas un souci. Voilà, un jardin. Au niveau des chats, il a l'air d'être un peu impressionné quand même. Plus intimidé par les chats qu'autre chose. C'est vraiment un trouillard, en fait. Bon, c'est un petit jeune homme. Hein, c'est ça, qui a besoin de prendre de l'assurance avec une famille. C'est ça. Avec beaucoup d'amour, on arrive à beaucoup de choses. Oh oui. Bon, écoute, Mambo, j'ai le droit à mon petit bisou? Non, toujours pas. On me snob toujours. Mambo, il est là aujourd'hui au refuge de la SPA à Rennes, à la route de l'Orient. Allez, à tout à l'heure. On aura des chats tout à l'heure? On aura des chats. Bon, à tout à l'heure pour des chats. À tout à l'heure, Billy. Vous êtes pris un râteau, là, clairement. Allez, on va retrouver tout de suite professeur Pierre Tadevin. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. On va parler d'antibiotiques avec vous. Alors, on connaît tous le fameux slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Eh bien, pourtant, en la matière, les Français sont quand même bien classés, trop bien classés. Ils en consomment pas mal. Effectivement, on a fait des progrès il y a quelques années avec la campagne, mais on reste dans les beaucoup trop consommateurs d'antibiotiques. Ouais. Il y a une espèce de gradient en Europe entre le sud qui consomme vraiment beaucoup trop, encore plus que nous, et le nord qui sont des pays vertueux. Et c'est intéressant de voir qu'en miroir, il y a les résistances et que les pays qui consomment trop, comme nous, même si on n'est pas les pires, sont maintenant de plus en plus confrontés à des situations où même pour des infections pas si graves que ça, on est obligé d'avoir des perfusions, on est obligé de rester à l'hôpital plus longtemps et il y a quelques échecs. Donc c'est un sujet qui est vraiment important. Il y a quelques échecs parce que notre organisme s'habitue finalement à force de lui en donner régulièrement. Alors c'est pas vraiment l'organisme qui s'habitue. Les autres médicaments agissent sur des cellules humaines, comme les médicaments pour la tension par exemple. Là ça agit sur des bactéries et les bactéries se multiplient beaucoup plus vite. Et donc, elles ne se laissent pas abattre comme ça. Donc, ça fait plus de 70 ans qu'on utilise trop d'antibiotiques dans le monde, et de plus en plus. Et du coup, les bactéries se sont habituées, ont développé des résistances. Et c'est pour ça qu'on insiste encore plus sur le bon usage des antibiotiques que ce qu'on faisait sur le bon usage des autres médicaments,
parce que les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, risquent d'avoir beaucoup de difficultés à être soignés si on continue à mal utiliser les antibiotiques. On va leur laisser des bactéries résistantes et pas de nouveaux antibiotiques pour se soigner. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est quand même essentiel, les antibiotiques ne sont pas efficaces sur les virus, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous pourquoi, la différence justement entre virus et bactéries. Mais en fait, les virus, la plupart des maladies virales qu'on rencontre, c'est vraiment des virus de passage qui viennent, qui nous laissent des symptômes pendant quelques jours et qui disparaissent. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de développement pour avoir des traitements pour ces maladies qui guérissent toutes seules en général, comme la grippe. Et du coup, les médicaments qui ont été fabriqués, c'était vraiment contre les bactéries qui, elles, peuvent s'installer et qui peuvent donner des maladies plus graves. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trop de prescriptions médicales ou alors c'est l'automédication qui fait gonfler les scores de la consommation d'antibiotiques, entre guillemets? Oh non, c'est certainement... On fait partie des pays pour lesquels on ne peut pas avoir des antibiotiques sans ordonnance, donc c'est certainement l'excès de prescription. Mais par contre, ce qui génère l'excès de prescription, c'est la faute des médecins, bien sûr. Mais ce qui génère l'excès de prescription, c'est aussi l'angoisse des gens. On vit, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas le temps. Donc les gens, dès qu'ils sont un peu malades, disent « remettez-moi vite sur pied, donnez-moi des antibiotiques ». On n'a pas le temps. J'ai pas le temps d'être malade. Non. Et donc il y a la pression des patients, certainement, mais... Là où on peut agir, et sans trop de difficultés, hein, parce que des pays comme les Pays-Bas, qui sont des pays très bien développés, où les gens vivent à l'espérance de vie à plus de 80 ans, ils consomment 3 fois moins d'antibiotiques par habitant au cours de leur vie, et pourtant ils ont une santé au moins aussi bonne que les Français. Donc on peut consommer 3 fois moins si on prescrit que lorsqu'on en a besoin, et ça évite de créer des résistances, et ça permettra pour l'avenir de pouvoir soigner facilement les infections. Est-ce qu'il y a tout de même des raisons de se réjouir? Est-ce que les campagnes de sensibilisation, quand même, ont un impact? Vous avez ce sentiment ou pas vraiment? Alors, on disait tout à l'heure que les bactéries se multiplient très vite. Et un des intérêts, c'est quand on lève la pression sur les antibiotiques, quand on consomme moins, on arrive à récupérer. C'est long, hein, il faut plusieurs mois avant un traitement antibiotique, après un traitement antibiotique pour récupérer des bactéries sensibles. Mais c'est réversible. Donc, si on fait des progrès, si la France devient plus raisonnable, consomme moins ou mieux des antibiotiques, on pourra garder des bactéries sensibles et garder l'efficacité des antibiotiques. Comment baisser la consommation d'antibiotiques? Est-ce qu'il y a des règles d'hygiène à respecter, par exemple? Effectivement, hein, là-dessus, on a fait pas mal de progrès. C'est par exemple, on transmet moins de bactéries résistantes à l'hôpital parce qu'on utilise mieux les solutions hydroalcooliques, on se lave mieux les mains. Et de fait, comme on transmet moins de bactéries résistantes, il y a moins besoin d'utiliser les antibiotiques pour des infections acquises à l'hôpital. Et à domicile, on peut faire pareil. Hein. Il y a eu des campagnes là-dessus. Si on se lave bien les mains, quand on a des grippes ou des choses comme ça, il ne faut pas trop sortir, il ne faut pas trop exposer l'entourage. Si on est bien vacciné, on arrive à attraper moins d'infections. Donc tout ça permet de diminuer les consommations d'antibiotiques. Et puis il y a le changement des mentalités, essentiel. Donc est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui vont être créées à nouveau? Alors le ministère relance tous les 5-6 ans des plans nationaux de bon usage des antibiotiques, mais avec des moyens un peu différents à chaque fois. La campagne des antibiotiques, c'est pas automatique. Ce qui a très bien marché, c'est que c'était couplé entre le public et les prescripteurs. Tout le monde avait entendu le même message. Donc quand les gens entendaient leur médecin leur dire ce coup-ci, je préfère pas vous donner des antibiotiques, ça leur évoquait quelque chose qui avait du sens, quoi. Les dernières campagnes ont été moins bien couplées, sans doute. Donc ils sont en train de retravailler pour relancer les campagnes avec toujours le problème de trouver des messages qui frappent bien les gens, quoi. Merci, professeur Tadevin. Le message est passé, je pense. Vous le savez, vous tous, hein, les antibiotiques, vous faites attention. Enfin, vous n'en consommez pas outre mesure. Jamais. On n'a pas le temps d'être malade de toute façon. Vous avez le virus de l'entreprise. C'est ça. Celui-là, il n'est pas prêt de guérir. Justement, alors je me tourne vers vous, Gaël Hardy. Vous êtes le dirigeant de Crézé, une entreprise basée à Saint-Jacques-de-la-Lande, en l'Île-et-Vilaine, qui fête ses 120 ans. Et Crézé va ouvrir ses portes au public dans le cadre des journées des savoir-faire d'excellence qui ont lieu dans toute la France à cette période. Ce sera vendredi, toute la journée. Pourquoi ces journées? Quel est l'objectif de ces journées? Alors, ces journées sont organisées dans toute la France au sein des entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant. Ce qui est votre cas. Ce qui est notre cas, effectivement. Une entreprise de ferronnerie, métallerie. C'est ça. C'est ça. On va dire de métallerie d'art au sens large du terme. Notre métier traditionnel, c'est la serrurerie et la ferronnerie. D'accord. Donc ces journées, oui, ont un objectif. Alors l'objectif de cette journée, c'est à travers des centaines d'entreprises en France, mais dans tous les métiers, hein, parce que le label entreprise du patrimoine reconnaît, à travers un diplôme étatique,
C'est un label ? C'est un label remis par le ministère de l'Économie et des Finances qui reconnaît des savoir-faire rares à protéger et à transmettre. D'accord. Oui, la notion de transmission est essentielle. Quels sont les métiers justement de la métallerie au sens large du terme, hein? Vous allez un peu nous expliquer. Il y a la serrurerie. Alors la métallerie au sens large, c'est tout ce qui est travail du métal. Donc il y a beaucoup de métiers à l'intérieur de cette appellation générique. Notre métier à nous, historiquement, c'est la serrurerie. Alors qu'est-ce que c'est que la serrurerie? Ça vient de serrare, c'est simplement fermer une ouverture du bâtiment. Donc ce sont tous les ouvrages d'art qui ferment le bâtiment, à savoir des portes, des menuiseries, des portails, des verrières, ou des rampes d'escalier ou des balcons. D'accord. Et alors il y a également la ferronnerie. Alors la ferronnerie est une spécialité à l'intérieur de ce métier-là. La ferronnerie, c'est celui qui va travailler la matière à chaud, à la forge, hein, donc au charbon ou au gaz, et qui va former tous les ornements qui vont être apposés sur les ouvrages. Donc ce seront des volutes, ce seront des feuillages, enfin toute la partie artistique finalement, et amélioration esthétique d'une structure fonctionnelle. Ouais. Vous travaillez beaucoup sur des monuments historiques, des bâtiments classés. Ça veut dire qu'il faut de l'excellence, effectivement, parce qu'il y a une exigence évidemment impressionnante. Combien de temps il faut pour maîtriser ces métiers et ces savoir-faire? Alors, la formation de base, c'est un CAP en 2 ans. Mais en 2 ans, on apprend juste les bases. Après ça, il faut pratiquer, il faut exercer. Hein, vous connaissez le dicton classique du forgeron. Ouais. Donc, c'est en forgeant. Nous, on considère qu'à partir de 6 ans d'expérience, on commence à être suffisamment autonome. Et pour vraiment être un bon serrurier, voilà, il faut une dizaine d'années de pratique. Ah oui, quand même. Alors, on va donner quelques exemples de réalisations, hein, de très jolies réalisations, comme la lanterne du phare des Pierres Noires, par exemple. Ça, vous avez travaillé dessus, sur cette lanterne? Oui, c'est un projet un peu hors norme, dans le sens où il y avait une lanterne sur le phare des Pierres Noires, elle avait 150 ans. Elle était totalement attaquée par la corrosion, de par son grand âge et puis sa forte exposition aux embruns. Et donc cette lanterne a été déposée par hélicoptère, nous a été confiée par Phare et Balises, et notre travail a été de la refaire totalement. Donc récupérer ce qui a été récupérable, comme les fonderies de bronze qui étaient en bon état, donc les têtes de lion ou la frise décorative. Joli, ouais. Et tout le reste a été remplacé par une structure intégralement faite de laiton, de cuivre et de bronze. Même l'inox, qui est pourtant censé, de par son appellation, être inoxydable, c'est trop sensible et ça va rouiller en pleine mer. Bon, alors vous en parlez très bien, mais alors moi je vous propose justement qu'on y aille dans ce phare des Pierres Noires. À 6000 nautiques de la Pointe Saint-Mathieu, le phare des Pierres Noires n'est pas le plus impressionnant par sa taille, mais probablement l'un des plus difficiles d'accès. Depuis l'an dernier, plusieurs tonnes de matériel ont pourtant transité par la mer ou par les airs pour changer la lanterne à 34 mètres au-dessus de l'eau. Corrosion, infiltration, construite en même temps que le phare en 1871, la coupole métallique était très dégradée. Et c'est une entreprise de ferronnerie d'art de Rennes qui a fabriqué la nouvelle lanterne dans son atelier, en conservant ce qui pouvait l'être. Nous avons pu récupérer les tôles de cuivre qui sont de bonne épaisseur, hein, qui font 3 ou 4 mm, qui finalement, sous leurs épaisses couches de peinture, étaient en bon état, malgré leur âge avancé. La frise extérieure et les têtes de lion qui sont en bronze, ainsi que tous les systèmes de ventilation. Donc ce qu'on a dû faire, nous, c'est reconstituer totalement la structure en laiton, ainsi que la girouette et le paratonnerre. Ce chantier de 400 000 € ne se résume pas à une opération de sauvegarde du patrimoine. Il s'agit d'abord de fiabiliser un phare qui affichait un taux de panne anormalement élevé. La lentille de Fresnel a été remplacée par un feu à LED. Cela a permis de retirer la cuve à mercure qui assurait la rotation de l'optique. Environ 160 kg de mercure, dont les vapeurs sont toxiques, arrivées à un certain niveau de concentration, et qui, sur ces phares en mer soumis à des houles déferlantes, ce mercure est sujet à des débordements.
et donc une pollution en fait de la lanterne. On est dans un parc marin, donc le mercure, le parc marin, ça cohabite pas forcément très bien. Classé monument historique l'an dernier, le phare des Pierres Noires est le premier à être ainsi modernisé. Il a donc fallu innover et expérimenter. On est vraiment sur des nouveaux patrimoines qu'il faut s'approprier. Donc on a toujours une discussion avec nos collègues des phares et balises pour savoir quels sont eux leurs besoins en termes de signalisation maritime, parce qu'on est vraiment sur un patrimoine qui est utilisé encore aujourd'hui, qui vit. Et quelles sont, nous, finalement, les caractéristiques patrimoniales qu'il faut conserver du fait qu'il soit monument historique. Après les Pierres Noires, d'autres chantiers importants seront menés dans les mois à venir sur les phares d'Armennes et de la Vieille, dans la chaussée de Saints. Sacré chantier. Il y a eu des difficultés particulières ? Oui, la première difficulté, c'est l'accessibilité, tout simplement, parce qu'il y a déjà une demi-heure de bateau. La dépose en hélicoptère a été très délicate et c'est à ce moment-là que les gens de chez Phares et Balises se sont rendus compte qu'ils ne pourraient jamais reposer en hélicoptère parce que viser précisément les interfaces de fixation avec du vent autour, ça ne fonctionne pas. Donc on a dû refaire une lanterne en kit pour être élitreuillé jusqu'au pied du phare. Par contre, l'ensemble a été monté au treuil et assemblé en haut. Ah oui. Ah oui, à chaque fois, c'est un vrai défi, vos chantiers, c'est un peu ça. Est-ce que ça a été le cas pour la restauration de la serre de la Gobinière ? Dites-nous. Alors, la serre de la Gobinière, c'est une serre du... C'est où, la serre de la Gobinière ? C'est à Orvaux, à côté de Nantes. Ouais. Le parc de la Gobinière, c'est une serre du 19e siècle qui était corrodée sur à peu près tout son tiers inférieur. Et donc, le marché qui nous était confié, c'était de la remplacer à neuf. Et puis après diagnostic, on s'est rendu compte que finalement, pour le même budget, on pouvait la sauver, on pouvait la restaurer. Et donc, nous avons dû qualifier une solution de restauration et de renfort des fers existants. Et donc, nous avons démonté intégralement cette verrière. Nous l'avons ramenée dans nos ateliers de Saint-Jacques. On l'a gardée quelque chose comme 4 mois chez nous pour tout refaire intégralement, puis tout reposer sur place. Incroyable. Ah ouais. Et alors, la gare de la locomotive de Carhaix, dites-nous. Alors là, ce n'est pas de la restauration, c'est de la création à neuf. Création, là, le challenge nous était proposé par la ville de Carhaix. C'est une locomotive de 1913-1914 qui est classée monument historique, qui a été restaurée par une association de passionnés de la ville de Carhaix et qui devait être présentée au public, donc mise en valeur à côté de la gare. La contrainte, c'était de la protéger, et de la protéger, mais avec un style qui soit compatible de l'époque de la locomotive. Et donc, nous avons proposé ce dessin original. Donc, c'est un dessin fait par un compagnon de l'entreprise Crézé, avec finalement un hall de gare inspiré des gares des années 1910-1920, donc de style un peu art déco. C'est très joli en tout cas. Merci beaucoup Gaël Hardy d'être venu nous présenter votre entreprise et les journées des savoir-faire d'excellence. Vous ouvrez donc vos portes vendredi à partir de 9h, c'est bien ça ? C'est bien ça. À 17h30 et ça se passe à Saint-Jacques-de-la-Lande en Île-et-Vilaine. Puis bravo pour ce savoir-faire qu'il faut transmettre. Hein. Ça c'est essentiel aussi pour vous. Eh bien on va retrouver maintenant Billy à la SPA de Rennes avec un chat à adopter cette fois. Alors pour terminer cette matinée, nous avons maintenant le chat Ramsès là, de la télévision, là, le feu vert. Vous savez, donc c'est le chat tout blanc qui a des beaux yeux bleus. Il est magnifique. Hein. Il s'appelle comment ? Prince. Prince. Et là, bien son nom. Voilà, il a la position du prince, très élégant. Alors ce petit jeune homme, quel âge il a ? Il a 1 an. Il a tout juste 1 an. Ok. Donc c'est un petit chat qu'on pense être sourd, Ok. comme beaucoup de chats blancs. Ça arrive malheureusement régulièrement. Après, ça n'empêche pas de vivre tout à fait sa vie de Donc les petit chats blancs sont plus sourds que les autres. Ça peut arriver, c'est génétique, ça peut arriver. Ah ouais, c'est vrai. Après, lui, c'est ce qui est beau chez les animaux, c'est qu'il ne le sait pas, qu'il est sourd. Ça, voilà. Donc il vit sa vie normalement, il n'a pas besoin d'entendre pour être heureux. Donc voilà, il recherche une Donc famille. Là, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Plutôt un appartement, parce que c'est vrai que de par sa surdité, il ne voit pas autant les dangers venir que les autres chats. Donc les voitures, tout ça, il ne pourrait pas les entendre arriver, quoi. C'est ça qui pourrait être dangereux en maison. Bon, ça marche. Eh ben, écoutez, le petit prince, il est là, ici, maintenant sur son domaine, là. Bon, oui, chouchou. Il est également très joueur, très câlin. Avec les autres chats et tout, ça va bien parce que là, les autres chats, c'est pas trop son truc pour l'instant. Non, c'est pas trop son truc. Après, je pense qu'il a juste pas été habitué à leur présence pour le moment. Voilà, on va tout reprendre à zéro avec le petit bonhomme, lui donner plein d'amour. Avec plein d'amour, on fait plein de choses. Bon, écoutez, on se retrouve très bientôt au refuge de la SPA de la Route de l'Orient à Rennes. À bientôt. À bientôt. Salut.
Merci Billy, et puis on espère que Prince trouvera un nouveau château pour l'accueillir. Allez, maintenant on va accueillir la princesse Catherine qui nous rejoint pour faire le débriefing de cette émission. Oui, regardez. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Ça va bien? Oui. Je vais vous raconter une histoire, Laurent. Ah, chouette. Moi, j'adore ça. Et pas n'importe quelle histoire, peut-être un futur scénario pour une BD sur mobile. Je note. Puisque, attention, c'est une histoire de super-héros. Je vais vous faire un jingle. À 5, ils ont tous les pouvoirs de faire rêver et d'émouvoir, nous émerveiller comme des enfants. Laurence et les maîtres du temps. C'était le générique. Et oui, dans cet épisode de Laurence et les maîtres du temps, vous avez bien sûr Laurence avec son super pouvoir d'amener le soleil et la bonne humeur sur tous les plateaux. On la connaît, cette Laurence. Mais Laurence est à la tête d'une équipe de super-héros. El Kabir, le géant au grand cœur qui crée des liens entre les mondes et les gens, philosophe sportif, El Kabir sait tout faire, mais il est accompagné également de Gaël. Gaël qui a le super pouvoir de tordre le fer à main nue. Oui, tout ce qu'il fait est tordu à main nue. Et également avec ses comparses et ses collègues, il défie les éléments et les milieux hostiles pour vous poser des merveilles sur des toits de phare. C'est quand même impressionnant. Et ils le font en volant, bien sûr. C'est bien connu. Le docteur Tadevin qui a le super pouvoir de sauver les gens, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et bien sûr, de garder les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries et de nous sauver des antibiotiques. Bon, nous sauver des antibiotiques. Bon. Et ensemble, ils ont un cri de guerre d'ailleurs. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, chez vous, j'espère que vous l'avez fait aussi. Yannick, bien sûr, la maîtrise du temps et des images, et qui maîtrise le livre et le super pouvoir de faire le silence auprès des enfants. C'est quand même assez magique. Ça, les parents vous disent merci. Et vous, téléspectateurs, qui avez le super pouvoir d'aider les gens en participant au Kengo pour Yati Braise et de sauver des vies peut-être en adoptant Mambo et Camille et Délai. Sauver les vies. Et Prince. Ah, les petits chats aussi. Mignon. Vous avez le super pouvoir de les aider, téléspectateurs. Merci à vous. Bravo à vous. Bravo à vous. Moi, j'ai le super pouvoir des liaisons entre les mots. Allez, générique de fin. Ensemble, ils transmettent leur savoir. De Dakar au phare des pierres noires. Regardez-les sauver les gens. Laurence et les maîtres du temps. Bravo, super Catherine. Je remercie maintenant tous les super invités de cette émission. Merci à tous. Eh bien, quant à nous, on se retrouvera demain pour une super émission. Demain, mercredi, vous retrouverez le best-of de la matinale avec le navigateur Erwan Leroux, président de l'association Rêve de Clown, et l'auteur et chroniqueuse Isalou Regen, qui nous livrera tous les secrets d'un super sommeil. Et puis, on se retrouvera jeudi, quant à nous, en direct pour une forcément super émission. On vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Kenavo. À jeudi en direct et à demain pour le best-of, le super best-of.